Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en présence du DAF, qui pour l'instant se tient bien, donc nous n'attirerons pas l'attention sur l'animal constitué. Le citoyen aujourd'hui est à peu près au calme. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler dans un second temps de l'Inde Pacifique, du rapprochement en Asie entre les pays de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, de l'Iran, de la Turquie. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe là-bas? Que fait la Chine? La dédollarisation du monde est-elle véritablement en marche et ce que ça va pouvoir dire pour des pays peut-être comme le Yémen, le Pakistan, enfin des pays qui jusqu'à maintenant l'avaient un petit peu mauvaise, et ces rapprochements diplomatiques vont peut-être créer des nouveaux axes qui eux-mêmes vont permettre à certaines populations de s'en sortir peut-être un peu plus par le haut, parce qu'on peut pas dire que le Yémen jusqu'à présent il s'en soit véritablement tiré par le haut. Ils s'en est sortis à coups de bombe sur la tête, oui. Voilà, donc en tout cas si ces axe-là se pacifie, ça veut dire aussi pour plus tard qu'ils vont consommer, ça veut dire une reprise de consommation dans certains axes du monde. Surtout s'ils ont accès à une énergie pas chère. Surtout qu'ils auront accès à une énergie pas chère, puisqu'on a vu déjà précédemment que l'axe Russie-Chine avait augmenté ses commerces extérieurs de 50%. Ah oui, ça va aller très vite. Ce qui veut dire que dedans, il y a forcément du pétrole, et ce pétrole-là, on se demande même s'il n'est pas mis un petit peu dans les cuves de l'Arabie Saoudite, qui nous le revendrait. Non, ils vendent pas, ils vendent dans les cuves de l'Arabie Saoudite, qui achètent du diesel à la Russie, et comme donc ils l'utilisent pour leur consommation domestique, et puis eux, ils prennent le diesel qu'ils fabriquent et ils nous le vendent à nous, parce qu'ils n'ont pas le droit de nous vendre directement du pétrole russe. Du pétrole russe, oui. Non, donc ils doivent se faire $20, ils doivent se faire $20 sur le coup, sans rien demander à personne. Ouais, voilà, passera, la dernière, il restera. Voilà. C'est un petit peu nous, la dernière. C'est un coup de bonneto. On voit très bien qui va avoir la tabale dans lequel il n'y a rien dedans. Voilà. Qui va se retrouver avec le mistigris? J'ai pas besoin de regarder. Bruno, tu as mis l'économie russe à genoux. On est fiers de toi, Bruno. Voilà. Ne change rien, mon grand. Bah oui, aussi, on met des gars qui ont fait Normal Sup à la tête de l'écho. Voilà. Ah oui. Normal Sup, lettres. Normal Sup, lettres, évidemment, parce que ça serait un matheux, on n'en serait pas là. Bon, et en première partie, on voulait vous parler des activités du bibendum présent ici, alias Charles Gave, qui, dès qu'il y a un coup à prendre, se dit « Est-ce que c'est une bagarre privée ou est-ce que je peux en être ?» Donc, on lui a dit « Non, c'est une bagarre ouverte, vous pouvez y aller. » Donc, il s'est dit « Faut absolument que je fonce, il y a de l'argent à perdre. Vite, si j'investissais dans des médias pour défendre mes idées et me retrouver avec des trucs. » C'est-à-dire que maman lui a dit une danseuse, non, une propriété agricole, non. Il s'est dit, la presse. La presse, c'est une façon des plus rapides de perdre de l'argent. Mais au moins, on sait pourquoi. Donc, ma fille, toujours agréable, me fait remarquer un certain nombre de choses. Mais je voudrais vous parler cette fois-ci personnellement, parce que partout où je me balade, dans la rue, etc., il y a des gens qui m'arrêtent, et dès qu'ils me voient, ils commencent à rigoler. J'ai déjà dû vous le dire. Et je trouve ça assez sympathique, c'est-à-dire que quelque part, ils doivent trouver que je dis des choses qui leur plaisent, ou que j'ai l'air de... Je sais pas, mais enfin, j'ai l'impression que les gens, je suis devenu le grand-père national, allez. Donc, ça m'amuse beaucoup. Et donc, avec Emmanuel, on a créé l'Institut des Libertés il y a une dizaine d'années, c'est ça? Puis ensuite, on a écrit des papiers qui étaient tout à fait savants et tout à fait intéressants. On a à peu près 20 000 lecteurs qui viennent dessus chaque semaine, ce qui est bien. Mais mettons que ça a intéressé les gens qui lisent. Et puis, à peu près 3 ans, 3 ans, on s'est rendu compte que les gens maintenant passaient par la vue, l'audiovisuel, enfin, YouTube. On a dépassé j'aurais dû faire un visuel du reste, notre 500e vidéo sur le site. On a dépassé, donc ça veut dire, et puis les gens créé du contenu, on est créateur de contenu. On a créateur de contenu. Et on fait entre 100 000 et 200 000 avec toi, puis à peu près 100 000 avec Léonard, plus de temps en temps des gens qu'on invite. Donc ça marche très bien. Mais c'est pas... Et là, on perd plus d'argent. Non. Grâce à Emmanuel, on perd plus d'argent. Bon, ben c'est drôlement bien. Et alors, tant qu'à faire de me lancer dans des trucs où il y avait des coups à prendre, j'ai été approché il y a à peu près 4-5 ans, si je me souviens des gars, par un homme pour lequel j'ai l'estime la plus haute, que j'aime beaucoup, qui est un homme qui a dévoué sa vie au service des autres, et que je ne nommerai pas, mais et qui m'a dit « Charles, il faut que tu sauves un groupe qui s'appelle le groupe Causeur ». Alors j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc il m'a expliqué, et j'ai accepté. Donc le groupe Causeur, alors Causeur, le premier magazine qui est ici, a été créé par Elisabeth Lévy, qui est une journaliste qui a une grosse voix
sur toutes les chaînes. Et puis on le voit, c'est pas le genre de femme qui se laisse couper par un homme. Vous voyez, c'est quand elle est à la télévision, elle peut... Ce n'est pas une bleuette. Ce n'est pas une bleuette, elle y va franchement. Elle a créé ce magazine, et c'est un magazine dont j'aime beaucoup le slogan, c'est surtout si vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que, bon, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils écrivent, mais ce sont des gens qui sont éminemment honnêtes intellectuellement. C'est-à-dire qu'ils se donnent ils disent ce qu'ils pensent, ils expliquent. Alors vous avez des grandes signatures, vous avez donc Elisabeth Lévy, vous avez Finkielkraut, vous avez Rio Foll, vous avez un certain nombre de gens comme ça. Céline Pina aussi. Céline Pina, qui est très bien. Vous en avez pas mal. Et la première partie du magazine, c'est Parfois Onfray, écrit dedans Parfois aussi, il a été dedans. De toute façon, Céline Pina, Onfray, c'est la même équipe. Et quelque part, ils sont... la première partie, c'est des réflexions sur la politique. Un homme comme Finkielkraut, qui écrit aussi, si vous voulez, j'ai dû lire à peu près tous ses livres, c'est un homme tout à fait étonnant intellectuellement. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça n'a aucune importance. Ce qu'il dit est intéressant. On peut lire des choses et ne pas être d'accord, ça n'a aucune importance. Et donc, c'était le premier magazine. Et bon, j'ai fait le nécessaire pour qu'il ne disparaisse pas. Bon. Et puis, dans le cadre de faire pour que ce groupe devienne un peu plus solide, on a créé 2 autres titres. L'un qui s'appelle Transition Énergie, parce que j'en ai tellement marre d'avoir des imbéciles qui m'expliquent les moulins à vent et les miroirs magiques, ça va résoudre le problème. Pour vraiment, ça c'est une création, ça n'existait pas avant. Tout ce qui est comme façon intelligente de produire de l'énergie sans polluer. Dieu sait qu'il y en a qui sont, par exemple, la géothermie, celui-là est consacré à la géothermie, qui est certainement un truc de grand avenir. C'est mené par un ancien journaliste du Monde qui s'appelle Éric Le Serle. Celui-là, il est tout à fait à l'équilibre. Causeur est un petit peu à l'équilibre, mais enfin, il y a un équilibre un peu instable. Parce que, par exemple, pour tous ces magazines, la hausse des prix du papier de 45%, ça a été un désastre. Ils en ont pris plein la tête. Hein. Donc, il y a celui-là qui est donc sur tout ce qui est énergétique. Si vous voulez vous renseigner sur ce qui se passe dans l'énergie. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'énergie, mais pas simplement d'un point de vue politique, véritablement ce qui fonctionne. Où est-ce qu'on trouve... C'est fait par des ingénieurs. C'est fait par des ingénieurs, c'est-à-dire que c'est pas des discours de plateau télé de Sandrine Rousseau, c'est véritablement comment ça fonctionne. Et si vous voulez avoir des propos construits pour parler de développement durable, vous pouvez lire ce magazine, ça vous dira les choses qui fonctionnent. Pas simplement choses qu'on devrait faire, mais les choses... Voilà, c'est pas du oui-oui, c'est pas pour simplement avoir l'air gentil, c'est véritablement ce qui fonctionne, comment... Et le genre de coût que ça entraîne, les délais, les contraintes, etc. Donc c'est vraiment... Bon, à mon avis, c'est ce qui se fait de mieux en France en ce moment. Sur tout ce qui est énergie, c'est ce qui se fait de mieux. D'ailleurs, il y a un public de niche, un peu comme les éditions militaires, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés reconnaissent la forte valeur ajoutée de Transition Énergie. De Transition Énergie, et donc là, on a des abonnements, etc. Et le troisième, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, que nous avons racheté, qui s'appelle Conflit, et qui est sur la géopolitique. Qui est formidable. Dans lequel vous avez des articles sur ce qui se passe en Corée du Sud, etc. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est certainement, encore une fois, une des choses qui se fait le mieux. Celui-là aussi, il marche bien. C'est mené par un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Noé, qui est tout à fait compétent. Alors, pourquoi je vous parle... Tiens-le bien, parce que je suis pas sûr que les gens aient bien vu. Conflit, bon. Alors, vous trouvez ça en kiosque, bon. Pourquoi je vous en parle? Pour une raison très simple. Bon, il est tout à fait évident que pour l'instant, ils sont à peu près à l'équilibre, mais il y a quelque chose qui me rend foudrage. C'est que ces titres sont l'objet d'une interdiction par ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que 2 choses. Vous savez que Le Monde, Le Figaro, tout ça reçoit plein de subventions qui sont détenues par des milliardaires qui ont besoin de subventions, comme moi j'ai besoin d'un trou dans la tête. Hein. Eh bien, eux, ils n'ont pas ou quasiment pas de subventions, première des choses, ce qui est absolument insensé. Moi, je trouve qu'il faudrait supprimer toutes ces subventions à la presse. Ça n'a aucune raison d'exister. C'est une saloperie. Pourquoi? Bien d'accord, ça nettoierait le marigot parce que il y a des titres qui surnagent.
et qui n'ont l'humanité, la croix, tout ça, le nouveau, comment ça s'appelle Pardon, mais l'opinion? L'opinion, ça sert à rien, il y a personne qui les lit, et ils touchent, par lecteur, je crois que c'est l'opinion qui touche le plus. C'est le plus gros. C'est le plus gros, donc, ou par absence de lecteur, je dirais. Donc, il y a d'abord ce fait, si vous voulez, qu'on crée une fausse, il y a tout un tas de titres qui ne devraient pas survivre, et du coup, comme les coûts sont plus élevés, il y a tout un tas de titres qui ne peuvent pas vivre parce qu'ils en bénéficient pas pour des raisons X, Y ou Z. Et le deuxième, c'est que je me suis rendu compte avec horreur que beaucoup de ces magazines fonctionnent avec la publicité et que les grandes régies de publicité sont contrôlées, qu'on le veuille ou non, par l'État ou par les gens qui donnent de la publicité dans l'État, ce qui revient au même, et que nous n'avons aucune publicité. C'est-à-dire qu'il y a eu une interdiction, une excommunication, nos titres n'ont aucune publicité. Alors, il est tout à fait évident que je peux continuer à supporter ces titres, mais que ça me met dans une position difficile, parce que vous savez, moi je suis un vieux libéral, hein, je m'en cache pas, et il n'est de liberté que dans l'indépendance. Donc j'aimerais que ces titres, qui sont remplis de gens intelligents, qui font du bon boulot, et qui vivent comme des rats, parce qu'on peut pas les payer convenablement, il faut dire la vérité, hein, eh bien c'est que ces titres-là puissent être libres grâce à leurs lecteurs. Donc, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si jamais vous le pouvez, n'hésitez pas à prendre un abonnement à 1, 2, 3 de ces magazines. À l'offrir à des copains. À l'offrir à des copains. Là, par exemple, Conflit sort un spécial pour préparer le bac. Donc, sans être plus idiot que mal habillé, vous pouvez aider un petit cousin ou quoi que ce soit à préparer son bac avec le magazine, le hors-série spéciale de Conflit. Et pour vous, si ça ne fait pas une différence majeure, pour eux, 1000, 2000, 3000 abonnements, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que qu'ils pour deviennent eux, indépendants du gouvernement, ce qui sont grâce à moi et de moi. Et ça paraît curieux que je veuille qu'ils soient indépendants, mais je ne peux pas m'attendre à ce que des gens qui vivent dans l'anxiété du lendemain puissent être aussi productifs et aussi libres qu'une fois qu'ils sont vraiment indépendants financièrement. Donc mon but, aussi curieux que ça paraisse, c'est que ce groupe devienne indépendant financièrement de moi. Ce qui pour moi serait une bonne affaire puisque je suis actionnaire. Mais je suis pour l'instant, Non, mais je comprends ce que tu dis. Tu ne cherches pas à ce qu'ils fassent de l'argent pour que toi tu en aies. Tu cherches à ce qu'ils deviennent indépendants parce qu'on est en dessous de ce niveau, pour qu'ils aient leur fierté et pour quelque part aussi n'étant pas et pouvoir te dire, oui, mais tu leur demandes rien. Cela dit, tu leur as jamais dit d'avoir une ligne éditoriale ou de faire ceci ou mais cela. On sait jamais. Si jamais ça pourrait arriver, mais voilà. Mais non, mais je pense aussi que c'est, je sais pas, c'est comme de grandir vis-à-vis de ses parents ou quelque chose. C'est comme agréable à un moment d'avoir son indépendance. C'est exactement ça. Une affaire, j'en ai créé plusieurs dans ma vie. Une affaire, c'est comme un enfant. Le but, c'est de l'amener à l'indépendance. Voilà. Et une fois qu'il peut marcher tout seul, eh ben, vas-y mon grand, marche et cours. Et donc, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que si par hasard vous avez des contacts, certains d'entre vous qui ne peuvent peut-être en avoir, avec des régies de publicité ou avec la capacité de donner de la publicité. Surtout, nous avons un lectorat qui est très fidèle, qui a des ressources sans doute normales, mais qui est très fidèle, et qui serait enchanté de voir ses titres s'améliorer. Donc... Alors voilà, on vous demande rarement quelque chose pour l'Institut des Libertés parce que nous-mêmes, nous sommes une association. Donc, mis à part l'argent que YouTube nous donne par rétribution et puis des dons que vous pouvez nous faire. Parce Il y en a beaucoup des dons que vous voulez faire et on vous remercie encore une fois. On reçoit des chèques toutes les semaines, des gens qui viennent ou parfois qui achètent nos livres. Et voilà. Ça, c'est très appréciable. Mais on le fait jamais, des appels à l'aide. Et voilà. Donc, si vous voulez nous aider, voilà. Mais si vous voulez nous aider, ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur, c'est ça. Si vous pensez qu'on essaye de, parce que je voudrais terminer par ça, c'est que aujourd'hui, il se passe un phénomène auquel je m'attendais pas du tout, c'est que la gauche s'est décidée maintenant à être favorable à la censure. Ah bah. C'était quand même, moi, quand j'étais enfant, la liberté de la presse, ça faisait partie des totems de la gauche. Or, maintenant, on est en train de rentrer dans une espèce de civilisation où, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes méchant. Et que vous n'avez pas le droit à la parole. Donc, il y a toute une série de gens qui ont des choses à dire. Encore une fois, je peux ne pas être d'accord, ça n'a strictement aucune importance, mais ils ont le droit d'être entendus parce que leurs arguments sont parfois bons. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est pour tous ceux qui sont attachés à la liberté de la presse et à la liberté de penser,
et à la liberté de s'exprimer, il me semble que ce qu'on vous demande, c'est simplement de nous aider à continuer ce combat, parce qu'on le fait à l'intérêt de l'Institut des libertés, mais je le faisais aussi par ailleurs avec ces gens-là, quoi. Et là maintenant, je dis, le moment est arrivé, les outils sont prêts, les publications sont bonnes, il y a aucune raison que ça marche pas. Mais ça va encore plus loin que ce que tu dis, c'est que non seulement la gauche censure, mais elle en vient à jeter l'opprobre sur toute personne qui vient à discuter avec un opposant potentiellement de droite. Donc j'ai vu encore, je crois, un livre qui est sorti hier sur le fait que Houellebecq, Yann Moix et je sais plus qui était le troisième seraient des marchepieds de l'extrême droite, tout simplement parce qu'ils discuteraient avec eux. Alors je ne t'en parle, je te passe l'idée que Onfray lui-même serait passé de l'autre côté, Emmanuel Todd serait aussi chancelant. Enfin, c'est-à-dire toute personne discutant avec quelqu'un qui ne serait pas... Mais qui discute des concepts que porte une partie de la droite, c'est-à-dire que le changement est nécessaire, mais il doit arriver par le bas et non pas par le haut. Discuter, c'est une façon d'éviter qu'on se mette sur la gueule. Il y a toute une série de choses qui étaient dans le trésor commun de la droite et de la gauche. Et maintenant, toute une partie de la gauche a décidé que ces gens qui sont à droite ou qui n'acceptent pas les valeurs de gauche d'aujourd'hui, on ne doit pas discuter avec eux. Oui, mais alors avec qui tu discutes? Qu'avec des gens avec qui tu es d'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas la peine de discuter. Mais c'est pour ça qu'ils font la censure. C'est pour ça qu'ils font la censure, c'est exactement. Donc, encore une fois, à mon avis, la gauche a trahi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la nation, dans le domaine maintenant de la liberté de parole. Et exactement, qu'est-ce qu'elle défend aujourd'hui? Quelles sont les valeurs humanistes de la gauche? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils défendent comme idée? Qu'il faut taper sur les riches. Bon, c'est une idée intéressante, mais enfin. Oui, ça c'est bien. La retraite à La retraite à 25 ans. Voilà. En sortant de l'université, on prend sa retraite. Et puis globalement, oui. Voilà. Donc voilà. Donc on voulait vous dire c'est si vous voulez nous aider, la meilleure façon c'est d'aider ces gens parce que ils le méritent. Voilà. C'est tout. Et voilà. Mais voilà, donc on va passer à la deuxième partie de la discussion. On va passer à la deuxième partie. Tiens, je vais enlever ça comme ça, on fera bien la transition. Attends, bouge pas, je vais. Voilà. Alors, deuxième partie, donc transition. On va vous parler désormais du nouvel axe sino-russe. Sino-russe et russo-inde. Et russo-inde. Donc, on avait commencé à en parler la semaine dernière lors d'une question qui avait été posée justement à propos de ça, à propos de ce décalage de rapport de force. Et tu avais évoqué aussi il y a 2-3 semaines une fameuse conférence où Didier Darcet, qui est avec nous aujourd'hui, s'était rendu à Dubaï, je crois. C'était au Qatar. Au Qatar. Bon. Et c'était assez étonnant parce qu'il était le seul représentant de notre continent pratiquement là-bas. Le seul, si j'ose dire, du monde qu'on appelait autrefois de l'Ouest, quoi. C'était c'était le seul qui ne soit pas soit arabe, soit turc, soit indien, il était le seul. Allez, blanc. Le seul caucasien, etc. Oui. Et il y était allé parce que, pour ceux qui le suivent sur Internet, il a fait beaucoup de travaux sur tout ce qui est fragilité, antifragilité, etc. Et ça intéressait beaucoup les gens là-bas parce que c'est des notions qu'ils n'ont pas intégrées dans leur civilisation. Donc c'était des représentants des banques centrales. Alors il y avait cinq ateliers où il y avait à peu près 5 personnes qui parlaient à chaque fois. Donc il y avait 25 personnes qui ont parlé. Et il y avait à peu près 500 qui étaient là, qui étaient représentants de grandes sociétés, de grandes banques, de banques centrales, etc., de la région. Et son article a été tellement bien reçu, enfin sa présentation était tellement bien reçue que ils ont traduit ça, et donc ils avaient publié en arabe, je crois aujourd'hui ou demain pour toute la région. Et donc c'est très intéressant que de voir ces gens qui, dans le fond, commencent à penser par eux-mêmes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y avait toute une série d'endroits où on leur disait, les États-Unis avant l'Angleterre, ou la France leur disait, vous tracassez pas les gars, ça c'est nous qui pensons pour vous, vous fatiguez pas, quoi. Puis ils se rendent compte qu'à force de laisser les autres penser pour ils se retrouvent avec des trucs auxquels ils s'attendaient pas et qui les arrangent pas tellement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces gens qui pensaient pour eux aux États-Unis, etc., qui pensaient pour eux, mais surtout pour le type qui pensait lui-même. Il pensait pas faire le bien
Donc, il y a une perte de crédibilité intellectuelle, et ça c'est la première des leçons qu'on doit retenir, des gens de l'Occident vis-à-vis du reste du monde, qui est considérable. C'est-à-dire qu'ils ne nous respectent plus ni intellectuellement ni moralement. C'est drôle parce que dans le temps, les enfants des élites allaient soit dans des pensionnats suisses, soit dans des pensionnats britanniques. Et ensuite, ils allaient dans une université américaine. Américaine, en général à Brown. Mais si c'est pour apprendre, si c'est pour tomber dans le truc du woke et tout, les parents sont moyennement contents, quoi. De je me définis comme un brocoli. Tu as vu le truc? Oui, j'ai fait un truc sur YouTube où il y avait un type qui arrivait déguisé en brocoli. Écoutez, alors, parlez-nous de vous. Écoutez, je me définis comme un brocoli depuis tout le temps. Donc, il a une sorte de chapeau brocoli. Il est tout vert. Il était chez Piers Morgan, qui est un grand journaliste anglais. Alors parlez-nous de votre vie de brocoli. Bah, écoutez, c'est une vie astringente. Non, mais le coût du brocoli, parce que vraiment, en effet, sûr. Donc le coût de voir un enfant pour lequel vous avez payé 200, 300 000 $ pour qu'il aille dans une des meilleures universités américaines et qu'il revient en se définissant comme un brocoli, ça enthousiasme pas les gens, quoi. Oui. Donc, alors, il y a la première des choses, c'est ça. Et ce qu'a noté Didier, qui m'intéresse énormément, c'est que il a utilisé un certain nombre de concepts à partir duquel notre civilisation s'est développée. Par exemple, les probabilités, la mesure de la valeur du temps au travers des taux d'intérêt, des notions qui, pour nous, on a intégrées. Robustes, mais qui sont intégrés. Mais qui sont intégrés, enfin, et les gens ne les maîtrisaient pas. Et donc, il est revenu de cette conférence extrêmement intéressé parce que il y avait presque une demande de la part d'un certain nombre de gens qu'il soit créé une université. C'est vachement intéressant, ça. Qui apprendrait ces notions qui permettent de mesurer le risque inhérent dans le temps, qui permettent de calculer les probabilités d'un investissement, parce que ça, ils n'ont pas dans leur civilisation. Et c'est ça qu'on a développé, comme j'ai souvent expliqué, en Italie à partir du XIIe. Pour ceux qui lisent l'anglais, ils devraient lire Betting Against the Gods de Bernstein, qui est un bouquin extraordinaire sur le développement de la façon dont l'Occident a appréhendé le temps, l'argent, les risques, et c'est ce qui nous a permis de développer tout ce que j'appelle l'épargne longue, et le contrôle qu'on a eu sur le monde pendant des siècles sur l'argent. Grâce à l'épargne longue. Grâce à l'épargne longue, et grâce à cette façon rationnelle qu'on avait d'envisager le temps et les investissements. Et ce qui est très intéressant, c'est que s'ils commencent à s'intéresser à ces notions, ils vont faire un bond gigantesque dans leur capacité à faire des investissements. C'est que d'un seul coup, ils vont devenir rationnels. C'est drôle parce que j'entendais Didier en parler, et c'est vrai que beaucoup, en regardant des endroits comme Dubaï, ont sûrement reçu l'appel en disant « mais pourquoi pas nous ?» Enfin, je veux dire, quand on voit Dubaï, c'est sorti de nulle part, c'était un désert avec et maintenant, ils ont besoin d'une université. Plutôt que d'envoyer leurs enfants pour devenir des brocolis, on peut peut-être leur apprendre sur place des notions absolument essentielles comme l'escompte. Et donc, ça voudrait dire que les Émirats arabes... Il y a une énorme demande. Voilà, se moderniserait quelque part, rentrerait dans un cycle de connaissances. Voilà, qui pour l'instant, on leur a pas donné ou ils ont pas été intéressés. Et ça veut dire, ça va sûrement toucher l'Iran, qui aussi sort d'un certain cycle, rentre dans là quelque chose, puisqu'il paraît, serait tout près d'avoir l'arme atomique. Donc on est aussi dans un rapport de force. L'Iran a toujours eu des grandes universités, etc., parce qu'ils étaient un petit peu à part avec le chiisme, etc. L'Iran et la Turquie ont déjà fait ce pas. Mais l'Inde aussi a fait mais ça. La Turquie, on en avait déjà parlé, tu as eu ce bond en avant au moment d'Atatürk, et un petit drawback. Alors justement, le drawback, on en va en parler, parce que la Turquie, c'est un élément important dans tout ce puzzle. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour depuis 1500 ou 1600, depuis qu'on a gagné les pentes, là, quand la flotte a battu la flotte turque, on domine le monde intellectuel et le monde militaire et le monde de la pensée, le monde de la recherche intellectuelle, etc. Donc, on avait une espèce de prestige de ceux qui savent. On était les sachants. Les universités étaient chez nous, les meilleurs professeurs, les meilleurs esprits, etc. Et ce que je commence à voir surgir, c'est que dans le fond, en Inde, en Chine, etc., la Chine sort plus d'ingénieurs chaque année que
je crois, les États-Unis en sortent en 10 ans, quoi. C'est Pakistan. En Pakistan, c'est toute une série de gars qui deviennent. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Nous perdons la conscience qu'avaient les autres de notre supériorité intellectuelle. Et ça, c'est un élément absolument essentiel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils n'ont plus confiance en nous pour penser pour eux. Et ça, pour moi, c'est déjà un truc incroyable, quoi. Oui. Et on le voit très bien, par exemple, en ce moment. Regardez, la France reçoit claque sur claque en Afrique. Ben, c'est parce qu'ils trouvent que les gens qui sont à Paris pensent comme des savates. Comme des savates, et qu'ils voient pas pourquoi ils devraient suivre ces guignols, quoi. Non, et puis si tu regardes là, récemment, qu'est-ce qu'on a fait concrètement qui mérite le respect d'autrui ? Qu'est-ce qu'on a construit ? Économiquement, qu'est-ce qu'on a établi à part une dette de 3 000 milliards ? On n'a rien fait. Des universités à l'international, qu'est-ce qu'on a produit comme... Alors, il y a quelques grandes écoles qui restent, qui sont... Oui, non, mais je veux dire, c'est pas parce que de temps en temps, tu vas avoir une médaille Fields ou un prix Nobel que cette classe... voilà. Et surtout, on n'a réussi pas à faire passer cette connaissance aux autres. Et puis, il faut bien dire ce qui est, c'est que l'éducation, comme l'avait expliqué Schumpeter, ça naît du surplus qui est créé par le système capitaliste qui permet de développer tout le monde. Et nous, on n'a plus de surplus, puisqu'on n'arrête pas de... Enfin, on n'a plus de surplus, quoi. Il y a qu'à regarder notre déficit. On fait n'importe quoi, on n'a pas de surplus. Et eux, ils ont des surplus. Donc, ils arrivent dans la période où ils doivent songer à bâtir un système d'éducation. Dans le temps, ils allaient chez nous. Mais maintenant, ils disent ça vaut rien, il revient complètement gâté, ça sert à rien. Donc, ils vont essayer de monter des systèmes d'éducation qui utiliseront nos principes scientifiques, mais qui se développeront selon des systèmes de pensée qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc, si tu étais une université autogérée, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons Paris-Dauphine ou, tiens, j'en sais pas, HEC ou le SCP, tu te dirais, pourquoi pas essayer d'ouvrir une antenne C'est exactement ce qu'a fait l'INSEAD. L'INSEAD, ils étaient à Fontainebleau et ils ont ouvert une branche à Singapour. Et j'ai comparé les grandes universités, celles qui ont vraiment quelque chose à dire, je sais pas, comme Harvard, Duke, etc., aux grands ordres monastiques, c'est-à-dire que il y avait le chœur où l'ordre naissait, puis ensuite ils allaient foutre une filiale, si j'ose dire, un autre monastère à 1000 kilomètres. Et aujourd'hui, dans les universités américaines, les grandes, Caltech, le MIT, etc., 50 ou 60% des étudiants sont, à niveau élevé, sont des Asiatiques. Mais je peux pas m'empêcher de penser, et les professeurs aussi sont asiatiques d'ailleurs, on pourrait aussi bien essayer de les prendre tous les deux et de les mettre là-bas. Oui. Bon, alors, dans les Asiatiques, il y a plein, parce que ma fille étant ingénieure, il y a plein de différents... Il y en a plein, ils sont très nombreux, les Asiatiques. Voilà, et les professeurs aussi, mais c'est un vrai problème, parce que c'est très difficile, même entre eux, de comprendre ce que dit le prof. Oui. Donc, ils ont des petites applis pour que tout ce qu'il dit soit retranscrit par écrit, parce qu'une fois sur deux, en cours à l'oral, ma fille me dit « je comprends rien ». Moi, vous savez que j'ai vécu 10 ans à Hong Kong, et mon fils était toujours mort de rire. On avait un morning meeting tous les matins. Et il y a des Chinois qui parlaient, qui expliquaient et tout. Et mon fils me disait, t'étais attentif à ce moment-là, parce que, avec l'accent qu'ils avaient, j'étais pas sûr de comprendre. Donc, j'étais concentré tout. Mais tu te souviens pas, on était allé à la Commission européenne faire une conférence, enfin, tu étais allé faire une conférence et je t'accompagnais, sur les routes de la soie. Sur les 4-5 ans, oui. Voilà. Ce qui était formidable, on a rencontré. Et il y avait, comme toujours sur un sujet comme ça, il y a un peu un envoyé de la maison Chine qui est là et qui a fait un truc en expliquant combien la Chine, pouvoir central, était formidable, avait des chapeaux pointus, des trucs à filtre et tout. Simplement, on comprenait rien. Non. C'était en anglais. Mais comme un livre. Mais l'accent tonique était tellement mis à un endroit bizarre. Alors après, j'ai mis les écouteurs en me disant peut-être en français ça sera mieux, mais la personne qui traduisait avait aussi un accent chinois horrible. Donc je me disais je vais juste mourir en fait parce que je comprends rien. Mais voilà, donc vous avez ce problème de communication. Donc l'anglais, la langue que tout le monde utilise, c'est la nouvelle lingua franca. Mais il y a des façons de décliner l'anglais qui sont pas toujours très compréhensibles pour ceux qui parlent un anglais à peu près occidental, quoi. Donc je veux dire par là, c'est la première des choses, il faut se rendre compte que ils nous considèrent, et en particulier les États-Unis, comme dangereux et en même temps sans parole. C'est-à-dire que c'est ce que je trouve extrêmement grave, parce que
Ils sont pas encore arrivés à l'ère de la loi, si j'ose dire, ou des avocats américains, où plus personne s'intéresse à ta parole et tout le monde s'intéresse au contrat. Aux écrits. Parce que quand je suis arrivé dans la City il y a 40 ans, à Londres, la seule chose qui comptait, c'était la parole. My word is my bond, c'est-à-dire que mes mots m'engagent. Et puis les avocats, la City les Américains ont pris le contrôle de la City après dans les Thatcher là, et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec des contrats avocats, comme ça, paraffés à 18. Paraffés à 18 avec des avocats américains, puis ça a disparu. Et pourtant, c'était une façon extraordinaire de faire des affaires parce que c'était beaucoup moins cher. Le truc, c'est que ça fonctionne dans un milieu où plus petit aussi la parole. Ah oui, c'est parce ça. que tu peux pas la diluer. Donc il faut vraiment avoir un contact humain. Ça veut dire qu'on a eu une explosion de la finance aussi, qui n'était pas vraiment normale pendant toutes ces années-là. Parce que moi, j'étais le seul de ma promotion à Toulouse à m'intéresser à la finance, donc j'étais dans la finance, absolument un petit peu par hasard aussi. Mais aujourd'hui, tous les enfants de mes amis, ils sont tous quelque part dans la finance. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Des produits dérivés, probablement. Des produits dérivés, des leverage buyout parce que les taux d'intérêt sont à 0, des tas de saloperies. Mais je vois pas très bien en quoi ils ajoutent de la valeur, quoi. Non, mais c'est un système qui a créé son propre besoin. C'est-à-dire qu'après, tu as besoin de tellement de personnes pour mettre le charbon dans le... Oui. Voilà, c'est des petites mains. Ils ont fait des usines à gaz. Des usines à gaz. Et puis, ne serait-ce que le département compliance chez les avocats. Tu as 2 étages. Dès qu'ils sortent un produit dérivé, il faut faire toute la compliance derrière. En plus, on se rajoute à notre report le département ESG. Oui. Donc qui est une autre forme de compliance. Qui est une autre forme qui est complètement une autre forme de compliance, mais il faut passer par tout ça, avec tous les surveys, toutes les choses pour dire que c'est green, avec un greenwashing derrière pas possible. Et tout ça, c'est de la bêtise. Alors, revenons à Didier. Didier est revenu il a dit, c'était le moment où on avait des banques qui sautaient chez nous. Enfin, voyez, bref, nous, on était très occupés par les banques. On en a parlé d'ailleurs, parce que c'est très important. C'est peut-être pas fini, hein. Non, c'est peut-être pas fini, mais eux, ils en parlaient pas du tout, ça les intéressait pas du tout. La seule chose qui les intéressait, c'était le contact qui avait été organisé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec un intermédiaire au milieu qui était la Chine, pour qu'ils cessent de se mettre sur la gueule. Et pour eux, c'était absolument essentiel, parce que ça fait à peu près 1300 ans, par là, que les chiites et les sunnites se mettent sur la gueule avec beaucoup d'entrain. Bien aidés par les Américains. Et alors, d'abord par les Anglais, ensuite par les Américains. Qui ont fait tout pour qu'ils continuent à se mettre sur la gueule. Et ils en arrivent à se dire, mais après tout, pourquoi on se met sur la gueule ? Donc il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Et alors, c'est là où on arrive au sujet de cette émission. C'est que vous regardez la Russie. Donc vous voyez la Russie, quand on l'a dit, on veut plus de votre sale pétrole ou de votre sale gaz, ils sont donc tournés tout de suite vers la Chine qui leur a acheté. Et donc on se rend compte dans la production, les ventes, que finalement il y a eu un changement de direction, mais que les ventes n'ont pas cessé, au contraire. N'ont pas cessé, elles ont beaucoup augmenté vers la Chine. Donc l'idée de mettre l'économie russe à genoux est illusoire, puisque, encore une fois, c'est pas parce que tu bloques la sortie de ta baignoire que ça peut pas couler par ailleurs. Donc on l'a bien vu, exactement. Donc c'est le problème de baignoire. Donc la première réaction des Russes, qu'ils avaient préparée d'ailleurs, c'est d'avoir des systèmes de paiement avec la Chine et avec les autres pays, pour que si on les empêchait de passer par nos systèmes de paiement qui s'appellent SWIFT, ils aient une porte de sortie. Donc ils l'avaient. Donc Monsieur le maire qui s'attendait à ce que s'écroule parce qu'il savait pas qu'ils avaient monté un autre système de paiement. Je sais pas qui le renseigne, mais en tout cas il était pas très au courant. Moi je le savais. Bon, c'est fait. Mais alors, ce que disent les Américains aujourd'hui, si vous les écoutez tranquillement, les fous ils sont à Washington, hein, ils disent le but maintenant, on va d'abord se payer militairement la Russie, puis qu'on aura mis la Russie par terre, on va se payer la Chine. Non, mais attends, si t'es la Russie et la Chine, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu fais une alliance. Tu dis celui qui attaque la Russie attaque la Chine, celui qui attaque la Chine attaque la Russie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font les Américains ? Parce qu'ils peuvent pas se payer les deux à la fois. Non. Déjà se payer la Russie... Déjà se payer la Russie, il y a peu de gens qui sont arrivés dans l'histoire. Et se payer la Chine... Donc si tu mets la principale réserve de matières premières du monde en même temps que la principale force industrielle du monde dans une alliance militaire... Mais surtout que pour revenir au concept de Didier d'antifragilité, il y a plein de sociétés qui peuvent pas se passer, on va prendre Apple pour commencer, des produits de la Chine. Des produits de la Chine. Donc rentrerais-tu dans un conflit
avec la Chine que tu fous en l'air aussi une partie de ton industrie qui elle-même est fortement capitalisée, certes fragile, mais tout ce qui est, par exemple, tous les semi-conducteurs du monde sont faits à Taïwan. Donc, si un jour les Américains créent une guerre entre Taïwan et la Chine, et ben l'économie mondiale s'arrête parce qu'on n'a plus de semi-conducteurs. Ils sont tous faits. C'est quand même une forme de fragilité incroyable pour des raisons historiques. On a mis tous les fabricants de semi-conducteurs dans un pays qui est à 100 km de la Chine, dans un endroit militairement très dangereux. C'est comme, vous savez, la ligne Maginot qui avait son électricité qui était à Strasbourg, quoi. C'était, on se dit, bon, ben, il y a des gars qui pensent loin, là. Donc la première des choses dont ils vont se rendre compte, c'est que ce désir des Américains de rester de la puissance militaire dominante, qu'ils expriment tous les jours, ben là, l'axe Chine-Russie, c'est la condamnation à mort de cette... ils peuvent pas. Non. Ils peuvent pas. Et ensuite, je suis pas certain que les armes russes soient pas supérieures aux armes américaines aujourd'hui, puisqu'ils ont les trucs hypersoniques, et que j'ai vu aujourd'hui dans le journal que le département de la Défense avait annulé le contrat avec Lockheed parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des armes hypersoniques. Donc, alors que les Russes les ont. D'accord. Donc, faut savoir que la force américaine repose sur les 11 flottes qu'ils ont, ou 12, je sais plus très bien, chacune avec un porte-avions, puis c'est comme ça qu'ils projettent leur force militaire, mais avec ces nouvelles armes qui vont à 10 fois la vitesse du son, vous coulez les 12 porte-avions en 5 minutes. Rien ne peut arrêter ces fusées, elles sont trop rapides. Bon, donc ça veut dire que si même militairement, la Russie a fait des armes aujourd'hui, parce qu'à force d'envahir des pays qui coûtent la peau des fesses, etc., comme l'Irak, etc., ça développe pas un armement sophistiqué. Hein. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, les Russes, ils avaient plein de matheux qui bossaient sur des trucs autre chose. Donc, la première des choses dont ils vont se rendre compte, c'est le cœur de l'Asie, c'est-à-dire la masse qui va de la Chine jusqu'à quasiment l'Europe. Ça semble se solidifier contre nous. Mm-hmm. Tu vois, contre nous, c'est-à-dire, bon. Et alors, tout le monde parle que de ça. Et l'idée de base, c'est que cette masse-là aura sa monnaie à elle. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle, parce que vous pouvez pas vous battre contre un gars et utiliser sa monnaie, quoi. Non, c'est idiot. C'est régalien. Donc, à partir du moment où tu revendiques d'être une force et une puissance... Souveraine, évidemment que tu vas utiliser la monnaie de ton adversaire. Et puis ils ont vécu 2008. Oui. Ils sont pas idiots. Ils se disent pourquoi je garderai cette fragilité. D'autant que tu es les Russes, tu te dis attends, non, moi je vais pas faire partie d'un club dont on veut pas de moi. Oh, ça c'est sûr, ça on leur a dit, on leur redit. On leur a dit qu'ils étaient dégoûtants et qu'ils pouvaient aller voir là-bas. Les types disent puisque c'est comme ça. Bon, ils sont allés voir là-bas. Ils sont allés voir là-bas. Ils ont été bien reçus. Donc... Et les gens étaient très contents de les voir. Alors ça c'est le premier axe. Celui-là, il est déjà bien établi, et c'est une histoire de fou, ce premier axe, parce que tout diplomate en première année de Quai d'Orsay, sait que le but, c'était d'empêcher la Chine et la Russie de s'allier, parce que dès le moment où ils s'allient, les autres sont un peu dans la... je comprends même pas. Sachant en plus, qu'il y a un gros développement chinois sur le continent africain. Oui, c'est ça. Donc on a quand même un axe mondial. Mondial, c'est ça. Donc on voit très bien que les matières premières russes, la capacité à faire des investissements structurels de la Chine qu'elle a montré, puisqu'elle s'est développée en 40 ans de façon extraordinaire, des routes, des ponts, des hôpitaux, des aéroports, des avions, Et la demande qui vient du reste du monde, ils n'ont pas tellement de soucis à se faire pour leur croissance. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Et alors maintenant, il y a un autre axe dont personne ne parle, et qui me laisse un peu, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous regardez, et j'ai commencé à en parler il y a bien longtemps, c'était au moment du conflit en Syrie. Parce que... vous pouvez aller regarder sur YouTube. Il y a Roland Dumas qui avait donné une interview qui est sur YouTube il y a 4, 5, 6 ans, qui doit toujours être là, dans lequel il expliquait que quand il était allé à Londres un jour, mais il était plus ministre des Affaires étrangères. Et il y avait 3 personnes qui lui avaient demandé de déjeuner avec lui, donc il y avait un Anglais, 2 Américains, quelque chose comme ça. Et il lui avait posé la question, qu'est-ce qui se passerait si l'Angleterre et les États-Unis déstabilisaient la Syrie? Quelle serait la réaction de la France? C'était avant le printemps arabe. Hein.
2 ans. Ah oui, donc quand même il y a un moment là. Il y a un moment, 2 ans avant, quelque chose comme ça. Et lui a répondu, bah, écoutez, moi j'ai rien à dire parce que je suis plus aux affaires, etc. Mais bon, puis ça lui était sorti de la tête. Puis quand il y a eu le printemps arabe et qu'ils ont commencé à déstabiliser la Syrie, ça lui est revenu en mémoire et il a fait cette interview. Bon. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que le Qatar et l'Iran d'ailleurs, qui ont un immense champ gazier qui est là-bas, qui est à peu près entre les deux. Et l'idée, c'était de faire un pipeline qui partirait du Qatar, qui arriverait vers la Syrie, qui passerait en Turquie et qui servirait tous les besoins énergétiques de l'Europe. Donc c'était en quelque sorte une contre-offensive contre le gaz russe qui était en train de monopoliser l'Europe. Mais les Qataris, apparemment, sont des sunnites et ne voulaient pas que leur pipeline traverse la Syrie, qui est un pays chiite. Bon, moi j'ai rien à dire, c'est pas mon problème. Et donc, le coup n'a pas eu lieu, mais la tentative de remplacer les chiites, les Assad, par des sunnites a bien eu. Il y a eu une tentative de coup d'État avec ISIS, etc. Bon. Et puis, les Assad étaient en train de perdre, et je ne sais pas si tu te souviens, à ce moment-là, les Russes, donc, bien sûr. à partir de comment ça s'appelait, le port qui est au-dessus de l'Ataquié. Je ne me souviens plus. Donc, en Syrie, au-dessus de l'Ataquié. Ça s'appelait... Mais enfin, je retrouvais le nom. Ouais. Et donc, ils ont développé des trucs, et maintenant, Assad a gardé son pouvoir. Mais il y a toujours les Américains qui sont en Syrie, là où il y a les champs pétrolifères, alors qu'ils n'ont aucun droit d'y être. Je veux dire, il n'y a jamais eu Oui, c'est pas une ancienne colonie, il n'y a pas d'attache. Et puis, il n'y a pas eu d'abord des Nations Unies. Ils sont là parce que c'est la might is right, c'est-à-dire la force impose le droit. Donc, je sais pas. Donc, ce qui est étonnant, c'est Trump, dans les derniers mois de sa présidence, avait donné l'ordre à l'armée américaine de quitter la Syrie, et ils n'ont pas obéi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un aux États-Unis, une espèce de groupe, que j'appellerais l'Amérique impériale, qui n'en a rien à foutre de ce que dit le président, et qui a tout fait pour s'en débarrasser aussi. Bon. Enfin, lui, il avait eu son petit ordre du jour, quand même, Trump, il a bien fait avancer les négociations de Nord Stream, quand même. Il n'en voulait pas, mais en même temps, Trump, c'est le seul président depuis Clinton qui n'a pas commencé une guerre. Oui. Mais je ne sais pas s'il en voulait pas, mais en tout cas, les relations étaient plutôt au beau fixe entre la Russie et les États-Unis pendant cette période-là. Bien. Donc, ce qui s'est passé revenons à ce qui se passe. Donc, la route de secours que les Américains voulaient créer au gaz russe n'a pas eu lieu, pour toute une tas de raisons. Et à ce moment-là, la solution, c'est peut-être de déstabiliser les États-Unis par l'intermédiaire de la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, pour que, il y a pas mal de gaz au large de l'Ukraine. Bon, laissons de ce côté-là. Mais maintenant, mettez-vous dans la position de la Turquie, qui a été quand même la puissance dominante du Moyen-Orient pendant des siècles. Vous êtes dans une situation économique difficile, mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Vous voyez que si la Russie veut vendre des produits, c'est plus simple de passer par la Russie, de prétendre qu'ils sont turcs, de mettre un tampon et puis de les vendre. Donc, vous avez une relation privilégiée avec la Russie qui se développe. Qui n'était pas automatique parce qu'ils s'étaient mis sur la gueule pendant longtemps. C'était là. Sébastopol, c'était turc, et puis ça a été pris par la Russe et par Catherine, et c'est pour ça qu'on l'appelle la Catherine la Grande, c'est parce qu'elle a ce qui est le seul port sur la mer Noire, en eau chaude que les Russes ont, c'est-à-dire qu'à partir de là, ils peuvent sortir leur marine. Bon. Donc la Turquie devient un allié objectif de la Russie. Et puis de l'autre côté, vous avez l'Iran. L'Iran, ça fait des années que les Américains leur tapent dessus. Et objectivement, ils deviennent alliés de la Russie et de la Turquie. Puisque... et ce qu'a réussi à faire la Chine, c'est à enlever la haine qui existait, ou du moins entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui était un client des États-Unis. Oui. Et d'un seul coup, l'Arabie Saoudite
accepte que son pétrole soit payé en yuan. Ce qui est gigantesque. Et devient plutôt copine avec l'Iran. Ils commencent à discuter, ils échangent des ambassadeurs, donc c'est fini la guéguerre. Oui, par le truchement de la Chine. Par le truchement de la Chine, qui du coup prend une position au Moyen-Orient qu'elle n'avait jamais eue. Non. Parce que la Chine, le Moyen-Orient, c'était loin, c'était là-bas, il y en avait rien à foutre, c'était très loin. Donc d'un seul coup, ils deviennent une puissance. Et à la place d'inciter à la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, comme le faisaient les États-Unis depuis longtemps, ils incitent à la paix. Donc maintenant, au Moyen-Orient, le truc dit, si vous voulez la paix, appelez la Chine. Si vous voulez la guerre, appelez les États-Unis. C'est pas porteur comme message. Donc on est un peu dans l'OSS 117, c'est la Chine. Allez me pacifier le Moyen-Orient. Exactement. Mais la Chine, ils ont envoyé un diplomate de service qui a pacifié le Moyen-Orient, ce qui est quand même très étonnant. Bon, après ça, l'Iran, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Pakistan qui est là, qui a une frontière commune, et puis vous avez l'Inde. L'Inde, de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'énergie. Je vois un pipeline arriver du Qatar ou d'Iran qui a commencé vers le Pakistan et l'énergie. Et vous avez aussi les matières premières. Donc, je vois cet immense arc se développer là dans le sud du Moyen-Orient en allant vers l'Asie comme ça. Et ça va être un arc de transfert de richesse, de création de richesse, un arc, pour employer mon jargon, un arc de Ricardo, tu sais, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde va se mettre à bosser dans le même sens, etc. Et la Turquie sort comme une pièce absolument essentielle. Ça veut dire, si j'ai raison, que si Erdogan est réélu, on va voir, mais les élections ont l'air d'être assez difficiles pour lui, mais enfin, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste des élections turques. Mais ça veut dire que s'il est réélu, la Turquie a vocation à sortir de l'OTAN. Oui. Parce que c'est la plus grosse armée d'Europe, ils auront l'armée russe derrière eux, puis peut-être des copains. Donc, si la Turquie sort de l'OTAN, je serai la Grèce, je commencerai à me faire tout petit, tu vois ce que je veux dire, la Grèce, il y a toute une série de territoires. Surtout que la Grèce, ils vont très mal en ce moment. D'abord, ils vont très mal, puis ils sont pas bien nombreux, Ils sont quoi, quelques millions, alors que les autres, ils sont 85. Et puis ça fait longtemps que ça fait longtemps. Et puis s'ils doivent compter sur nous. Ce que j'essaie de dire, c'est que la dernière fois que les Russes ont assiégé Vienne, ça devait être vers 1750 ou quelque chose comme ça. Oui, c'était au moment de Georges Sand et... Non, c'était avant. 1750, c'était avant. Mais c'était le roi polonais, là, Jean Piłsudski, qui les avait libérés. Tu sais, qu'il y avait... avec le croissant. Oui, avec le croissant, exactement. Bon, ils ont libéré. Mais c'est-à-dire que l'Europe va se retrouver un danger militaire turc qui avait disparu pendant 200 ans et qui revient en pleine puissance. Et on peut pas demander l'aide de la Russie pour une fois. Non. Puisqu'on s'est fâché avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on doit compter sur nos hommes brocolis... Si on doit compter sur nos brocolis, ou si on doit compter sur les Américains qui n'ont pas gagné une guerre depuis la guerre de Corée où ils avaient fait match nul. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Et si ça se passe, les matières premières vont circuler dans une monnaie qui ne sera pas le dollar, ni notre monnaie, mais qui sera dans tout ce croissant où il y a une bonne partie de la population mondiale. Et nous, on va se retrouver sans armée, sans matières premières, avec un système éducatif qui s'est quand même bien pété la gueule, on en a parlé. Je sais pas. Moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, écoutez, on a des galopins à la tête de notre diplomatie, on a des incurables imbéciles. Mais je crois, là, récemment, j'ai lu que Macron avait pris un arrêté, un décret, je ne sais pas, visiblement, la fonction diplomatique... Il a aboli tout le Quai d'Orsay, oui. Voilà, donc... Parce qu'il savait mieux. Donc, non, mais en gros, ça veut dire que... Mais il y avait des gars au Quai d'Orsay qui connaissaient... la Sublime Porte, c'est comme ça qu'on appelait le siège de la diplomatie en Turquie, là, le 18e, la Sublime Porte. Il y avait des gars qui connaissaient le monde arabe, il y avait des gars qui connaissaient...
Et là, on se retrouve avec des gars qui sortent de l'ENA et qui expliquent aux gens qu'il faut se laver les dents dans un verre à pied et se laver les pieds dans un verre à dents. Alors, et au-delà de ça, dans la diplomatie française, on apprenait aussi une certaine élégance, comment tenir des couverts, comment accessoirement ne pas couper la parole aux gens. Enfin, je dis ça parce qu'Emmanuel Macron est réputé pour, à l'étranger, se comporter un petit peu, comme tu l'as dit, comme un galopin. Oui. Or, le Quai d'Orsay se targuait d'avoir une étiquette. Une étiquette, ben, c'est ça, il y avait toute une chose à l'anglaise et ou à la française. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est en train d'arriver à un bouleversement immense, entre la Chine et les États-Unis, la Chine et la Russie, qui va avoir un impact sur tout le monde, les TAN, tu sais, les Kurdistan, tous ces trucs-là, tous ces machins-là, Kazakhstan, etc. Bon, les stans, ils vont tous être très influencés par là, ça va leur donner de quoi. Mais en même temps, cet axe descend aussi vers l'Inde et là. C'est-à-dire que on crée une espèce de zone qui sera complètement sous le contrôle de la Russie, de la Chine, etc., dans toute l'Asie, et que nous, on est complètement laissés à l'écart. Ouais. Et je comprends pas. Je comprends pas qui a réussi ce coup magistral. Je pense que... Les États-Unis s'en foutent, ils vont retourner en Amérique latine, ils vont retourner chez eux. Mais... Eux, ils ont leur continent. Ils ont leur continent, et d'abord ils ont leur continent, et puis mais le vrai problème, alors venant la deuxième partie, la partie financière de cette discussion qui est pas inintéressante, tiens, il y a le DAF qui décide que la partie financière, ça l'intéresse pas. Il a des trucs à voir, people to see, place to go to. Oui. Non, il veut juste... Il veut juste, c'est à quelqu'un qui a pas... Non, allez, vous, viens ici, bébé. Allez, viens. Donc, la partie financière, c'est tout ce monde-là qui va donc de Pékin à littéralement Delhi, en passant par les bordures comme ça. Il y a l'Himalaya au milieu qui est... mais enfin, ça part ça comme ça, tout en rond. Dans quelle monnaie il va traiter ? C'est plus en dollars. Aujourd'hui, il était tout en dollars. Mm-hmm. Dans 10 ans, plus personne n'utilisera le dollar là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les dollars que les gens avaient mis en réserve pour pouvoir faire du commerce en dollars ou pour acheter du pétrole ? C'est ce dont tu parlais dans les balances commerciales asiatiques. C'est parce que là, ils sont overloaded en dollars. Des dollars, ils en ont, ça. Ça, ils en ont, mais donc ils vont petit à petit, j'imagine... Ils vont acheter des actifs aux États-Unis ? Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Si les États-Unis les empêchent d'acheter des actifs parce que ils sont des pieds ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oui, et puis... Non, mais il y a des balances dollars dans le monde qui sont dans le monde que je décris. Ou peut-être qu'ils vont venir avec ces dollars acheter, je sais pas, des hôtels particuliers à Versailles, je sais pas. Oui, mais pourquoi ils achèteraient des hôtels particuliers à Versailles s'il y a des poubelles qui pourrissent devant, quoi ? Oui, enfin, tu peux te dire, je vais acheter un très joli vignoble dans le Bordelais ou quelque chose comme ça. Ça vaudra toujours quelque chose ou des choses comme ça. Ce que je vois, c'est que les États-Unis, ils sont une espèce de forteresse. Bon, ils vont rester chez eux. Peut-être leur dollar se pètera la gueule, mais un dollar est un dollar pour un Américain. Ils ne savent même pas qu'il y a des monnaies. Je crois qu'il y a 7% des Américains qui ont des passeports. Donc, ce qui se passe dans le reste du monde, ça ne les intéresse pas des masses. Je vois très bien qui va gagner dans l'espèce de grand art que j'ai décrit. Mais ceux qui sont laissés complètement de côté, c'est nous. On s'est laissé de côté tout seul. Hein. On s'est tiré une balle dans le pied ou dans la tête, mais comme j'ai jamais vu dans mon histoire. De toute façon, historiquement, comment est-ce qu'en étant sur le continent européen, on peut se fâcher avec la Russie ? Historiquement, je pose juste la question. On a toujours travaillé, surtout la Russie et la France, c'était une façon pour nous d'avoir accès à une partie de l'Asie. Et puis, je sais pas, mais par exemple, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a organisé le ministre des Affaires étrangères russe, parce qu'il n'en avait pas autre part. C'était un gars qui s'appelait Pozzo di Borgo, dont des descendants vivent à Paris, etc. Donc, il y avait une tradition diplomatique d'alliance entre la France et la Russie qu'on a foutu en l'air pour rien du tout. Pour rien du tout. Et donc, on s'est laissé embarquer dans une histoire de corne-cul en Ukraine, sans réfléchir une seconde au deuxième coup. Tu sais ce que disait mon cher père quand il jouait aux échecs, c'est un très bon joueur d'échecs, il disait toujours, je lui demandais combien de coups vous voyez à l'avance, il disait, j'en vois pas tellement que ça, mais celui que je vois, c'est le prochain et c'est le bon, quoi. Ça m'agaçait, c'était, il enlevait ses 2 tours, il me battait quand même. Alors, ça m'agaçait, c'était pas croyable, mais j'étais pas très bon aux échecs. Et,
Il y a beaucoup de mémoire aussi. Papa Pierre avait une grande mémoire et je pense qu'il connaissait beaucoup de combinaisons. De combinaisons qui avaient déjà été jouées dans le passé, oui. parce qu'il était capable de jouer aux échecs dans sa tête. Dans sa tête. Il jouait avec des copains quand ils étaient en cours. Je joue à 3 ou n'importe quoi. Et moi, alors, je rien du tout. Écoute, déjà que pour marcher droit, c'est difficile. Voilà. Surtout qu'on a bu un coup de trop. Mais, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu, en Europe, c'est-à-dire que les intérêts de la France n'ont pas été défendus. On a abandonné cette souveraineté diplomatique à des gens en Europe. Enfin, je crois que le ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs, mais des Affaires étrangères européen est un Belge. Ils réussissent même pas à se mettre d'accord entre eux. Ils sont entre les Flamands et les Wallons. Ils réussissent même pas à être un vrai pays, quoi. Donc confier ça. Donc on a confié ça à des gens. On a confié tous les éléments de la souveraineté de la France à des gens qui en avaient rien à foutre de la France. Et dans le fond, ils s'en foutent. Mm-hmm. Donc je me dis, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais moi, je serais jeune aujourd'hui. Je crois que j'achèterais des propriétés, soit à Samarcande, qui était un départ de la route de la soie, soit à Trébizonde. Ah oui, le Trébizonde. Trébizonde, c'est une ville grecque admirable qui est quelque part au fond de l'Asie centrale, qui était l'immobilier le plus cher du monde au XIIe ou au XIIIe siècle. Mais il y a eu il y a eu une petite baisse depuis. Mais si l'analyse que je fais est la bonne, faut acheter de l'immobilier à Trébizonde. Hein. Mais il y a un lac ou quelque chose pour se baigner? Il doit y avoir. Non, c'est plutôt dans l'Asie centrale, c'est là. J'ai pas regardé le marché, mais j'ai regardé d'où partaient et d'où arrivaient les routes de la soie. Ça doit être le genre d'endroit où il doit faire très froid l'hiver, très chaud l'été, non? C'est quelque part. Tu regardes la carte de la Turquie, elle est comme toujours quand je regarde une carte. Moi, je dis c'est en haut à droite. Là. Oui, bien sûr. Bah oui. Tu regardes, hop, c'est là-bas. Oui, donc en haut à droite, je vois. Voilà. Je regarderai tantôt donc, en haut à droite. Mais j'ai regardé sur Google Trébizonde, il y a l'air d'avoir des très beaux immeubles, je crois qu'il y a des canaux, enfin ça a l'air d'être très 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 bien. Donc pour vendre l'immobilier à Paris, acheter l'immobilier à Trébizonde me paraît être une excellente idée. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que personne ne parle de ce deuxième axe qui est en train de se développer, et quelque part, celui qui sera en dehors de cet axe, là, nous, et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on n'a pas d'énergie. Non. On a un système social qui est hors de prix. Notre système d'éducation est en train de se ratatiner. C'est à qui le dis-tu? Et donc, il y a toute une série de choses. Donc, on s'est quelque part exclu de nous-mêmes, et une fois qu'on a été exclu de nous-mêmes, on leur a dit on veut plus vous voir. vous puez. Les types, ils disent, on n'en a rien à foutre. On va se débrouiller sans vous. Et ça, pour les Occidentaux, c'est là où on voit les rastes du colonialisme. Ils pensent que le monde ne peut pas vivre sans nous. Oui, je pense. Mais il peut très bien. Oui. Encore une fois, le cimetière est plein de gens irremplaçables. Oui, et les civilisations sont mortelles, comme le disait Valérie. Et Paul Valéry, mais en même temps, je veux pas être méchant, mais toutes les études historiques montrent que les civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident. Donc, bon, ça a sonné dehors, donc le chien est en train d'expliquer qu'on a tenu 1 heure. Voilà. Mais je voulais simplement que vous réfléchissiez, et pour terminer sur ce qu'on a dit au début, vous avez beaucoup d'informations dans conflit et dans transition énergétique sur tout ce qui se passe dans le domaine énergétique et tout. Donc pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment réfléchir et prendre des décisions en fonction de ces réflexions, sont des supports à la réflexion qui sont très intéressants. Sur la dédollarisation, il y a eu, je crois que c'était en décembre ou janvier, un numéro spécial sur la dédollarisation et l'axe chinois, avec une reprise d'un article de RUEF que j'avais cité et différents articles justement sur la question, qui étaient formidables et très explicatifs, parce que on réfléchit tous avec des supports différents. Certains ont besoin d'un support auditif, d'autres ont besoin d'un support écrit. Moi, je sais que je retiens mieux les observations quand je les lis, mais certains qui allaient en cours, moi j'allais pas en cours, je lisais les bouquins, mais voilà, chacun sa façon de travailler.
Donc, écoutez, j'espère qu'on vous aura appris des choses passionnantes. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Encore une fois, donc pour aller plus avant, le magazine de géopolitique conflit est vraiment intéressant. Pour les questions énergétiques, transition énergie. Et vous les trouvez tous en kiosque. En kiosque. Et si vous avez envie de prendre un abonnement, surtout lâchez-vous. Lâchez-vous parce que, encore une fois, nous devons lutter contre cette espèce de pieuvre qui empêche les gens d'être libres et qui maintenant, cette pieuvre a capturé toute la gauche. Et ça, j'en reviens pas. Et ça permet surtout de faire vivre un peu notre famille de pensée. Notre famille de pensée, parce que c'est juste aidons-nous les uns les autres, voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous attendez à ce que le gouvernement aide causeur, ou aide transition énergie, ou aide conflit, là, je crois que... Donc, ça permet de faire vivre aussi des écosystèmes qui eux-mêmes permettront à d'autres à des plus petits de monter, et ainsi de suite. Peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est un début de commencement de quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à en parler à vos amis, à mettre sur Facebook, à mettre sur Twitter, et ainsi de suite. On est ravis que vous nous suiviez. Parlez-en autour de vous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et merci encore pour votre fidélité. Merci beaucoup. Au revoir.